Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes vendredi, c'est le dernier cours de la semaine. Nous allons clôturer en beauté avec le professeur Sanguedio. Professeur, bonjour. Bonjour, Papa. Nous allons continuer le cours sur l'esthétique après la théorie. Place à la pratique. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices d'application, mais avant la répétition et les pédagogiques. C'est nécessaire également de revenir sur les notions que nous avions abordées le lundi dernier. Absolument. Il n'y a pas d'enseignement sans exercice et cours de rappel. Donc, dans la séance que nous avons eue lundi dernier, nous avions déjà répondu à la triple question de savoir qu'est-ce que l'esthétique, qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que le beau. Oui. À la question qu'est-ce que l'esthétique, nous répondions avec Hegel, disant que l'esthétique a pour objet le vaste empire du beau, c'est la philosophie de l'art, plus précisément la philosophie des beaux-arts. Nous en avions retenu que l'esthétique a pour objet de réfléchir sur l'art, sa nature, ses formes et ses fonctions. Ensuite, à la question qu'est-ce que l'art lui-même, une autre réponse classique empruntée à André Lalande dans son vocabulaire technique et critique de la philosophie. Et à la question qu'est-ce que l'art, il répondait qu'il était l'art, la production du beau par les œuvres de notre conscient. Et ensuite, à la question qu'est-ce que le beau, nous avions montré la variété du jugement esthétique, retenant la perspective kantienne, assignant à l'art, au beau plutôt, la définition selon laquelle c'était ce qui, le beau, c'est ce qui plaît universellement, sans concept. Ensuite, dans les rapports entre l'art et la réalité, nous avions entrevu deux conceptions. La première faisant de l'art une imitation de ce qui existe déjà, et l'autre, celle qui consistait pour l'artiste à s'émanciper de la tutelle du réel pour laisser libre cours à son imagination. Et enfin, nous avions fini par un peu les regrouper pour montrer qu'il n'y avait pas d'opposition radicale entre imitation et création. La preuve avec le sujet que nous avions abordé, un sujet déjà sorti au bac et qui disait l'artiste original n'est pas celui qui n'imite personne, mais qu'il était celui que personne ne pouvait imiter. Peut-être que maintenant on peut dire, avant de passer aux exercices pratiques, rapidement un mot sur les différentes fonctions de l'art. Exactement, oui. Parlant des fonctions de l'art, il faut dire que l'art peut remplir plusieurs fonctions. Il est clair que la première fonction, comme on l'a dit en définissant, elle est d'ordre esthétique. Ça veut dire que l'art viserait d'abord le beau. Ensuite, en dehors de la dimension esthétique, il y a d'autres courants littéraires, d'autres perspectives dans lesquelles l'art peut recevoir des fonctions. Ça veut dire que lorsque vous êtes par exemple dans la perspective d'une école comme celle du Parnasse, parler de fonction de l'art au pluriel est une incongruité parce que pour eux, l'art n'a qu'une seule fonction, c'est la fonction esthétique. L'œuvre d'art soit belle et tais-toi. Soit belle et tais-toi. Mais je vous ai entendu ici même, vous et M. Sen et nos apprenants, montrer qu'en dehors de la perspective qui était celle du Parnasse, il y avait d'autres écoles dans lesquelles l'art pouvait avoir des fonctions. Par exemple, je crois chez Victor Hugo, si autant que je me souvienne, vous en avez parlé, disant, je crois, que l'art pour l'art, c'est bon, mais que l'art pour le progrès, c'était mieux. Donc, il assignait à l'art une fonction politique et sociale, c'est toute la perspective de l'art engagé. On peut assigner à l'art une fonction expressive en tant que moyen d'expression, d'extériorisation de nos sentiments. On peut assigner à l'art, surtout dans la perspective de l'art africain, une fonction magico-religieuse. On peut assigner à l'art une fonction pédagogique, didactique, d'enseignement, de transmission de savoir. On peut assigner à l'art une fonction ludique de divertissement, d'amusement. On peut assigner à l'art une fonction cathartique de défoulement, telle que ça fonctionne par exemple dans la tragédie et dans les pièces de théâtre de la Grèce antique. Bref, il y a un ensemble de fonctions qu'on peut assigner à l'art et qui pose en même temps également en toile de fond la question de la signification de l'œuvre d'art. Maintenant, il est clair qu'une œuvre d'art, on ne peut pas percevoir son sens sous le modèle par exemple d'une équation mathématique. Pourquoi? Parce que l'œuvre d'art est souvent le lieu d'expression d'une sensibilité. Et donc, à la question des significations de l'œuvre d'art, il est difficile de lui assigner un sens précis. Je me souviens du bac, d'un sujet du bac qui disait peut-on expliquer une œuvre d'art? Et la question peut-on expliquer une œuvre d'art visait à montrer que très souvent, l'art est le lieu d'un dialogue entre celui qui produit, l'auteur, l'artiste et celui qui contemple. Ça veut dire quoi? On peut avoir 1000 perspectives, 1000 lectures différentes de la même œuvre d'art. Et donc, cette difficulté à capturer le sens de l'œuvre d'art fait qu'il y a eu des approches qui ont été développées. Par exemple, l'approche psychanalytique de Sigmund Freud. Sigmund Freud, il dit, j'ouvre les guillemets, l'artiste est un introverti qui frise la névrose. Et quand il considère, Sigmund Freud, j'ouvre les guillemets une dernière fois, que l'artiste est un introverti qui frise la névrose, ça veut dire quoi? Il y a une vie intérieure intense qui est celle-là de l'artiste et son œuvre n'est qu'un moyen de sublimation dans la perspective de Freud. Donc chez Freud, quel est le sens de l'œuvre d'art? C'est un moyen de sublimation. Qu'est-ce que la sublimation? Réponse de Freud, c'est le transfert de la libido, de l'énergie sexuelle vers des activités socialement valorisées et on
nombre de ces activités socialement valorisées, l'œuvre d'art, mais également le sport ou bien simplement le travail. Ça veut dire que dans la perspective de Freud, on ne peut pas dire le sens d'une œuvre d'art sans la corréler au vécu intérieur de l'artiste, parce que cette œuvre-là ne serait que l'expression spirituelle et symbolique de ce que l'artiste vit au fond de lui-même, en termes de besoins, en termes de désirs, en termes de frustration. Vous avez une autre approche, en dehors de l'approche psychanalytique de Freud, l'approche sociologique, qui considère que l'art est une manifestation du milieu social dans lequel vit l'artiste. Ça veut dire quoi? Que son œuvre n'est que la transcription symbolique du vécu social de l'artiste lui-même. En dehors de cette approche sociologique qui est validée par Karl Marx, il y a également l'approche culturelle qui considère que l'œuvre d'art est une expression de la réalité culturelle et sociale à laquelle l'artiste appartient. Bref, il y a également l'approche sémiologique considérant que l'art est un langage et en tant que langage, il faut décoder son univers symbolique pour percevoir son sens. Mais toutes ces approches visent à montrer quoi? Ce que nous avons dit au départ, la difficulté, voire l'impossibilité d'assigner à une œuvre d'art un sens propre. Combien de fois, Pape, vous lisez un ouvrage, vous en tirez des conclusions et l'auteur vous dit ce que vous êtes infidèle à ce que je pensais moi-même. Oui. Donc c'est une affaire assez compliquée et donc on ne peut qu'interpréter une œuvre d'art, mais généralement il est difficile de lui assigner un sens. Comme vous l'avez dit maintenant, on va passer après l'aspect théorique à des exercices pratiques en utilisant des sujets. Et des sujets qui portent sur l'art, l'esthétique. Le premier sujet, c'est l'art original n'est pas celui qui... L'artiste original n'est pas celui qui n'imite pas, mais celui que personne ne peut imiter. Nous avions brossé ce sujet-là, mais c'est aujourd'hui essentiel d'entrer en profondeur dans le sujet. Le deuxième sujet, c'est l'art vise-t-il à imprimer ou à exprimer des sentiments? Point d'interrogation. Deux sujets soumis à notre réflexion, à la réflexion également des apprenants que nous suivent à travers l'école. Comment aborder ces deux sujets qui ont généralement un thème, l'art ou bien l'artiste? Très bien, qui se rapporte à l'art et à l'artiste lui-même. Le premier sujet, comme vous dites, nous l'avons esquissé un peu, en montrant qu'il réconciliait un peu ce que les élèves percevaient et dans la prise en charge du professeur lui-même de façon dichotomique. Ça veut dire que le sujet, il réconcilie originalité et simplement imitation. Alors que, généralement, dans le cours, on l'ose poser. C'est pourquoi nous avions dit, le sujet pourrait paraître déroutant, parce que là où l'élève penserait qu'il exposerait dans un premier temps l'idée que l'artiste original est celui qui crée, et ensuite, dans un second temps, l'idée que l'artiste est celui qui imite, ici, le sujet lui amène à montrer quoi? Qu'on peut concilier parfaitement le fait d'être un artiste original tout en imitant. Mais comme la consigne, elle est là, qu'en pensez-vous? C'est un sujet de type analytique. Or, nous avions dit dans le cours de méthodologie qu'ici, l'élève, la première partie lui est donnée par le sujet lui-même. Ça veut dire quoi? Que toute sa première partie consistera à justifier l'affirmation, à s'en faire l'avocat et à trouver des arguments pour dire en quel sens, oui, effectivement, l'artiste original ne serait pas celui qui n'imiterait pas, mais il serait simplement celui que personne ne pourrait imiter. Donc ici, la première étape, c'est justifier un peu l'affirmation et ensuite, dans la deuxième étape, se donner les moyens simplement de la nuancer. Donc ici, il dirait parfaitement oui, on peut être artiste original tout en imitant. Pourquoi? Parce qu'une imitation n'est jamais fidèle. Ça veut dire quoi? Quand bien même moi, artiste, j'imite, c'est de façon infidèle. Ça veut dire quoi? J'imprime à l'œuvre que j'imite, comme nous l'avons dit, les marques de ma propre sensibilité artistique, les marques de mon propre génie, de ma propre créativité. Voilà pour l'essentiel ce qu'il pourrait être amené à dire dans la première partie. Alors que dans la seconde, oui. Et ici, ce que je veux dire, professeur, et c'est important, c'est qu'il faut éviter le piège. Ce piège-là, c'est que j'ai deux thèmes mécaniques, même avant de lire le sujet. Je vais traiter dans la première partie ce thème-là, dans la deuxième partie, c'est le sens. Attention, un sujet d'abord, c'est la lecture. Et vous l'aviez dit durant le cours où nous parlions de la méthodologie de la dissertation, qu'il faut éviter la lecture imprécise. Ça veut dire quoi? On ne doit pas aller trop vite en besogne. On ne doit pas se dire, écoutez, quel est le thème auquel se rapporte justement ce sujet-là. Parce que nous avons dit tout sujet a son économie interne. Et vous avez parfaitement raison d'insister sur le fait que l'élève doit prendre le temps de lire et de relire, de comprendre le sujet, de comprendre ce qu'il dit de façon explicite, de comprendre également ses non-dits. À partir de quoi, nous l'avions dit, du travail sur les concepts qui structurent le sujet. Ici, nous avons quelle notion?
non pas seulement d'artiste, mais on a dit l'artiste original. Oui. Et donc l'élève devrait se demander, mais qu'est-ce que, non seulement un artiste, mais qu'est-ce qu'un artiste original? Ça veut dire quoi? Quelqu'un dont l'œuvre porte une certaine singularité, quelqu'un dont l'œuvre renvoie à une sorte de carte d'identité esthétique qui lui serait propre et qui le distinguerait des autres. Oui. Et également, il ferait attention, comme on a dit, à la double négation. Il n'est pas celui qui n'imite pas. Et une double négation, comme on dit, c'est une affirmation. Donc il devrait se dire, qu'est-ce qu'au fond le sujet affirme lorsque je le reformule. Et d'ailleurs, oui, dans les mathématiques, moins et moins donne plus. Moins et moins donne plus. Et c'est la même chose. Oui, Ça une peut double être négation à la valeur à une valeur d'une affirmation. Oui. Et donc l'élève, nous l'avions dit dans le cours de méthodologie, il doit reformuler le sujet dans son propre vocabulaire. Oui. Et donc ici, il dirait, oui, l'artiste original, il peut imiter, mais quand il imite, il le fait de sorte que personne ne peut à son tour lui l'imiter. Ça veut donc dire clairement quoi? Que lorsqu'il aura travaillé sur le concept d'originalité et sur le concept de n'imite, celui que personne ne peut imiter, il aura compris l'essentiel du sujet. Et nous avons dit, dans la première partie, oui, il va rester dans la perspective de l'affirmation. Parce qu'il s'agit, nous avons dit, lorsque vous avez pour sujet, parce que voilà exactement les deux modèles de sujet du bac en ce qui concerne la dissertation. Vous avez d'abord ça, une interrogation directe. Ensuite, vous avez une affirmation plus avec pour consigne, oui, qu'en pensez-vous? Et qu'en pensez-vous? Le lieu n'est pas de le dire ici, au niveau de l'introduction, non pas dans le développement, mais nous avons vu simplement dans la conclusion qui est le moment du bilan de l'enquête. Et donc ici, l'élève, il montrerait parfaitement, oui, qu'on peut parfaitement concilier originalité et imitation. Et donc, nous avions dit que dans la deuxième partie maintenant, oui, il se donnerait le moins de recul critique en disant, écoutez, c'est vrai qu'il est parfaitement possible de concilier originalité et imitation. Comment? Nous l'avons dit, en retravaillant et en se donnant un devoir d'infidélité par rapport à ce que l'on reproduit. Mais maintenant, il pourrait parfaitement dans la deuxième partie écouter dire qu'une imitation pape, quand bien même serait-elle géniale, qu'une imitation, quand bien même serait-elle originale, reste une imitation. Oui. Et qu'il y a infiniment plus de mérite à produire des œuvres inédites, des chefs-d'œuvre entièrement novatrices, plutôt qu'à reprendre, même de façon originale, des œuvres existantes. Oui. Voilà ce qu'il pourrait dire. Et l'humanité a toujours soif de l'originalité. Absolument, toujours. Et c'est ça la marque des grands artistes. Et voilà un sujet qui s'articule autour de trois axes d'une manière générale. Oui. La problématique de l'artiste, la problématique de l'imitation et la problématique de l'originalité ici qui renvoie simplement à la création. Et on a un deuxième sujet. L'art vise-t-il à imprimer ou à exprimer des sentiments? Entre imprimer et exprimer, les deux mots sont des paronymes. Il n'y a que deux lettres. Mais attention, il y a un fossé énorme dans le côté sémantique. Absolument. Il y a un fossé énorme dans le côté sémantique, comme vous dites, parce que imprimer et exprimer ne sont pas du tout la même chose. D'ailleurs, les professeurs aiment ces pièges-là. Absolument. Ces sujets subtils. Mais c'est un travail sur les mots, la philosophie. Nous avons déjà dit que la philosophie est un travail sur les concepts. Oui. Et l'élève doit se dire, mais imprimer n'est pas certainement exprimer. Parce que quand j'imprime, ça veut dire que cela fait naître en moi. Et quand j'exprime, je ne suis plus du point de vue de celui qui contemple l'œuvre, mais je suis du point de vue de celui qui produit. Ça veut dire que lui, l'artiste, qui produit une chanson, un poème, un tableau de peinture, cela lui a permis d'exprimer et d'extérioriser. Mais moi, qui regarde le film, qui contemple le tableau, ce tableau-là, il imprime, ça veut dire qu'il fait naître en moi des sentiments. Donc, ces deux mouvements distincts, comme le sont l'inspiration et simplement l'expiration. Oui. D'accord. Et donc ici, il y a un autre élément, Pape, qui semble important. Ou. Conjonction de coordination. Ah oui, parce que différencier de ou avec accent qui est un pronom relatif. Oui, qui est un complément, qui est un pronom ou avec accent qui est un pronom relatif, ou sans accent qui est une conjonction de coordination. Mais où est donc ornicar? Très bien. Et donc, comme on disait à la belle école, hein, et donc là, il doit se demander, mais parce que ou, très souvent, Pape, nous met devant deux possibilités. Oui. Ou on associe, ou bien on choisit. Exactement. Et donc, il doit se dire, je suis dans quel cas de figure? Est-ce que je dois me dire, l'art vise à imprimer des sentiments? En quel cas, il ne vise pas à exprimer? Ou bien, il doit se dire, c'est un ou, non pas de choix, mais un ou inclusif, d'association dans lequel l'art, il viserait
autant à imprimer qu'à exprimer des sentiments. Il est clair que donc l'élève ne doit pas se tromper sur la nature de ce ou-là. Oui. Parce qu'il y a des sujets dans lesquels vous êtes obligé simplement de choisir quand vous avez le ou. Ici, je crois que la bonne formule serait de montrer qu'on peut parfaitement concilier le fait d'imprimer et le fait d'exprimer. Que l'art, en tant qu'il est un langage, il fait naître, imprime des sentiments, mais il est également un moyen par lequel son auteur extériorise ce qui relèverait de son vécu intérieur. Et donc, lorsqu'il a fini de faire ce travail d'éclairage conceptuel, parce que quand on dit l'art vise-t-il, nous sommes dans la perspective des finalités de l'œuvre d'art. Hein? Que vise l'œuvre d'art? Quel est le but poursuivi par l'œuvre d'art? Et ici, nous avons dit, il comprendra qu'il n'est pas amené à choisir entre ou bien imprimer ou bien exprimer, mais que l'art peut avoir la double fonction d'imprimer, mais également d'exprimer. Et donc, après ça, dans la prise en charge proprement dite du sujet, il dira oui dans la première partie, parce qu'il y a un piège, Pape. Le piège, c'est de penser que dans la première partie, je dis l'art vise à imprimer. Dans la seconde partie, je dis l'art vise à exprimer des sentiments. Non, c'est tout ça qui constitue la première partie. Oui, c'est tout ça qui constitue. Parce que de manière mécanique, ils ont tendance à penser, oui, je veux dire, l'art vise à imprimer des sentiments. Cependant, l'art vise à exprimer des sentiments, mais que non, puisque nous l'avons réglé en travaillant sur la nature du ou. Et donc, il doit comprendre que dans la première partie, c'est d'un même geste qu'il doit concilier l'impression et l'expression des sentiments. Oui, l'art vise à imprimer des sentiments, comme on l'a dit, parce qu'une œuvre d'art ne nous laisse pas indifférents. Une œuvre d'art, elle fait naître des sentiments. Ça peut être des sentiments de peur, de joie, de détresse, de colère, de frustration, d'agressivité. Bref, dans tous les cas, on ne sort jamais indemne d'un film, de la contemplation d'une pièce de théâtre ou bien simplement de la lecture d'un poème. Et donc, il va dire également, de la même manière que l'art nécessairement imprime, fait naître, génère des sentiments, des émotions en moi, il aura toujours permis à son auteur d'extérioriser et d'imprimer et d'exprimer des sentiments qui lui étaient propres. Parce que, comme nous l'avons dit, l'art en tant que tel est un langage. Maintenant, ayant dit ça, dans la deuxième partie, il va faire le même travail à un double niveau. Il va montrer, il va essayer de nuancer le fait que l'art imprime, et il va essayer de nuancer le fait que l'art exprime. Pourquoi nuancer? Nous l'avons dit et vous l'avez rappelé. Il ne s'agit pas de dire une chose et de dire ensuite son contraire. En disant que l'art est un langage, parce que quand on dit imprimer, exprimer, ben le verbe exprimer, nous sommes forcément sur le terrain du langage. Et il doit se dire, le langage, il est forcément frappé d'équivocité. Ça veut dire quoi? Les mots sont source de malentendus et d'incompréhension. Et donc, cela lui permettra de dire, dans le premier paragraphe de la seconde partie, oui, quand bien même l'art vise à imprimer des sentiments, les sentiments qu'il imprime, mais varient par exemple en fonction de la sensibilité de chaque artiste, et non pas de chaque artiste, mais de chacun de ceux qui observent l'œuvre d'art. Ça veut dire quoi? Que quand je regarde un film d'horreur, ben, il peut par exemple m'intéresser, il peut me captiver durablement, alors que d'autres, ben, il le pousserait simplement à tourner le dos à l'écran. Ça veut donc dire quoi? Que les impressions produites par l'œuvre d'art varient d'une subjectivité individuelle à une autre. De la même manière, il dira, puisque le langage, l'art est toujours un langage, et que l'art est frappé en tant que langage des mêmes limites et de la même équivocité des mots du langage, il dira, mais il est rare que l'œuvre que j'ai en face de moi soit fidèle au projet initial de l'artiste lui-même. Et de la même manière que les mots nous trahissent pour nous faire dire autre chose que ce que nous voulions réellement dire, une œuvre d'art, très souvent, quand bien même est-elle un langage, quand bien même est-elle un moyen d'extérioriser des sentiments, l'artiste n'est jamais absolument sûr que son œuvre est de façon fidèle lui permis d'exprimer simplement ses sentiments. Ça veut donc dire très clairement, il va nuancer ce qu'il avait déjà dit. Si je récapitule pas, ça donne quoi? Première partie, l'art vise doublement à imprimer et à exprimer des sentiments. Il imprime, ça veut dire qu'il fait naître, suscite, provoque des émotions, des états d'âme en moi, mais également, il aura permis à son auteur de sortir, d'extérioriser ce qu'il y avait au plus profond de lui-même. Dans la deuxième partie, il va mettre un peu d'eau dans le bissap en disant, oui, ce que l'art imprime n'est pas de la même façon perçu par tout le monde, parce que nous avons des sensibilités esthétiques différentes, nous avons simplement des personnalités différentes, nous avons des orientations esthétiques différentes, et donc l'impression que produit l'œuvre d'art peut varier d'un individu à un autre, de la même manière que l'artiste n'est jamais sûr
encore une fois, par le moyen de son œuvre d'art, d'exprimer de façon fidèle ce qu'il ressentait au plus profond de lui-même. Très souvent, nous disons, mais nous avons le sentiment que les mots par lesquels nous nous exprimons ont été infidèles à ce que nous pensions. De la même manière, un roman, une pièce de théâtre, un film peut trahir son auteur et l'amener à exprimer autre chose que ce qui correspondait à son projet initial. Et ce qui montre qu'un sujet, c'est une équation à déchiffrer. C'est une équation à déchiffrer. Des données c'est pas des données figées, des données mathématiques. Ce sont des analyses en profondeur qu'il faut faire pour décortiquer le sujet, parce que chaque sujet, il y a un piège à l'intérieur. Absolument. Et c'est pourquoi vous vous rendez compte très souvent que ce que vous dites d'une œuvre, quand bien même serait-il vrai et trouve des justifications à l'intérieur de l'œuvre, je dis très souvent, celui qui l'a produit, il a le sentiment de n'avoir pas voulu dire ça ou bien d'avoir dit autre chose que ce qu'il voulait réellement dire. Ça veut dire quoi? Le même embarras dans lequel nous plongent les mots du langage, c'est le même embarras dans lequel nous plonge l'art, parce qu'en tant qu'il est un langage, il est source de malentendus, d'incompréhension et même de confusion. Et professeur, les sujets à l'examen du baccalauréat touchent les 3 parties, mais est-ce que les élèves choisissent-ils cette 3e partie-là, la version art? Oui. Est-ce qu'il y a une option en favoritisme par rapport au domaine? Je pense que le domaine social est le plus prisé. Oui, il est le plus prisé, en plus du premier domaine introductif, qui se rapporte à la problématique de la philosophie elle-même. Vous avez raison de le signaler. Pourquoi? Parce que la prise en charge justement de cette de cette 3e partie pose souvent très problème, parce que le programme étant ce qu'il est, du point de vue du crédit horaire, si on prend en compte également les perturbations, il est clair que souvent on n'y arrive pas. Mais cela n'empêche que lorsque le cours est fait comme il doit se faire, nous avons dit que c'est une partie extrêmement intéressante, quand bien même les élèves manquent de ressources, mais sont dans les pièges que vous aviez indiqués, pensant que ce qu'on a dit par exemple de Hugo ou bien de Baudelaire n'a rien à faire dans une copie de philosophie, ce qui est absolument faux. Moi, je dis souvent à mes élèves que, en fait, vous n'aviez même pas besoin que je fasse un cours sur l'esthétique, par exemple, pas pour prendre en charge ces sujets-là. L'élève n'a même pas besoin de ça. Déjà dans l'étude des courants littéraires qu'il a déjà abordé depuis la classe de seconde ou de première, il a les moyens intellectuellement d'aborder ces sujets. Mais comme ils sont prisonniers de cette vision dichotomique consistant à penser que quand j'ai une dissertation philosophique, je m'en tiens à des auteurs philosophiques, une dissertation littéraire, je m'en tiens à des auteurs littéraires, c'est ça qui les bloque un peu. Mais quand ils comprendront qu'il faut briser les frontières et qu'on peut aller chercher les idées et les arguments partout, à ce moment-là, ils seront plus amenés à aborder avec plus de facilité ce dernier thème qui est consacré à la réflexion. Et surtout quand on dit que la philosophie réfléchit sur tout, à plus forte raison sur elle-même, c'est un savoir qui ne reste, qui n'établit pas des frontières entre les autres. On dit philosophie et science, philosophie et religion, exactement. Donc il n'y a pas de frontières. Il ne devrait pas y avoir de frontières. Normalement, ça veut dire quoi? Ils ont un problème d'assimilation de ce qu'il leur est déjà dit. Parce que dans la première partie, comme vous le dites, lorsqu'on aborde la problématique de la philosophie, mais la première chose qu'on installe, c'est que, écoutez, il n'y a pas d'objet d'étude spécifiquement philosophique. Et en leur disant qu'il n'y a pas d'objet d'étude spécifiquement philosophique, c'est une manière de le dire à l'inverse qu'il n'y a qu'une manière proprement philosophique de réfléchir sur des objets d'études différents. Et donc, c'est une manière de le dire si la philosophie est justement indéfinissable, parce que définir, comme vous l'avez dit, c'est borner, clôturer, tracer des frontières, et si on ne peut pas circonscrire le champ de la philosophie, mais parce qu'elle pense le tout, elle s'intéresse à tout ce que l'homme fait, elle parle du travail, du langage, de l'amour, de l'amitié, de la paix, de la guerre. Mais la différence, c'est que le philosophe n'en parle pas comme le savant, il n'en parle pas comme le sociologue, il n'en parle pas comme le psychologue, il n'en parle pas comme l'anthropologue. Donc, il n'y a pas d'objet d'étude proprement philosophique, mais il y a en revanche une façon proprement philosophique d'envisager des objets différents. Et quand il a compris ça, il comprendra justement qu'il n'y a pas de frontière étanche qui puisse séparer la philosophie, par exemple, de la littérature et même de la réflexion scientifique. D'où la notion de culture générale, elle est importante. Elle est absolument indispensable. Et on ne peut aller la chercher ailleurs que dans la confrontation avec les textes. Puisque la philosophie, nous leur disons et leur rappelons, la philosophie, elle est inséparable de son histoire. Et l'histoire de la philosophie, mais c'est l'histoire de l'ensemble de ces textes écrits.
Et d'ailleurs, les anciens philosophes avaient un savoir encyclopédique. Oui, c'est vrai qu'à l'époque moderne, on ne peut plus être dans la perspective. Mais oui. on doit garder cette idée de transversalité, on doit garder cette idée qu'il n'y a pas de confinement et de frontières radicales entre les différents domaines du savoir. Nous sommes à l'heure de l'interdisciplinarité, de la pluridisciplinarité, d'où la nécessité de se donner d'un background et de ce que vous appelez une culture générale apte à fourbir les armes pour pouvoir aborder n'importe quel sujet de dissertation ou de commentaires textes qui ne sont que des prétextes à réfléchir et non pas à réciter. Monsieur Songue Diouf, c'est le dernier cours de la semaine. Merci d'être là. Merci. Et les mesures ou bien les mots de sensibilisation ne suffiront jamais. Aucune mesure n'est de trop pour balayer la route à cette pandémie. Le port du masque, c'est pour freiner la propagation des cas communautaires. Absolument. Nous sollicitons la clairvoyance parce que c'est une question de survie. Absolument. La survie de l'humanité aujourd'hui, se protéger, protéger l'autre. Et qu'on ne tente pas d'être bastonné pour avoir exactement. Je pense que ce n'est pas la peine que les forces de l'ordre sévissent pour que les gens portent des masques, pour que les gens respectent les gestes barrières. Ça devait être des réflexes personnels, de survie, volontaire, individuel, parce que chacun a un instinct de survie. Absolument. Et actuellement, nous sommes en cette période, une période de pandémie. C'est une maladie qui tue, c'est une maladie qui ne badine pas, c'est une maladie qui ne veut pas que les gens se confinent. D'ailleurs, l'arme est paradoxale, professeur. L'arme est paradoxale, l'arme c'est rester chez vous. Oui, c'est rester chez nous dans une société de la mobilité. C'est ça, ou le contact humain, parce que parfois tu te dis, ça fait longtemps que je n'ai pas serré la main. Oui. Nous avons besoin de ça, surtout dans nos civilisations, du rapprochement et du resserrement. Là, on nous parle de confinement, ça veut dire que nous sommes dans un monde où il faut repenser les normes sociales, il faut repenser les valeurs. Mais dans une guerre, tout change, donc soyons dans cette guerre-là, menons la guerre personnelle. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, c'est-à-dire le lundi prochain, pour un autre cours dans e-école.